Jean-Pierre Raffarin, l'affranchi, est l'invité ce soir de Preuve par 3, affranchi du bilan de Nicolas Sarkozy. Vous avez pointé récemment les 5 occasions manquées de son quinquennat et de la campagne présidentielle. Nadège Puljac de l'AFP, notre partenaire, reviendra sur ces critiques et vous interrogera également sur la situation à l'UMP. Et puis l'actualité du Sénat, la réforme récente des modes de scrutin, les chances de la droite de reprendre le Sénat en 2014. Toutes ces questions vous seront posées dans la dernière partie de l'émission par Michael Zamès de Public Sénat. Et puis, comme toutes les semaines, les téléspectateurs peuvent intervenir dans l'émission en posant leurs questions via notre partenaire Dailymotion. Alors Jean-Pierre Raffarin, faible mobilisation aujourd'hui contre l'accord sur la sécurisation de l'emploi dans les rues et puis le projet de loi du gouvernement qui va en découler. Est-ce que c'est le signe que le climat social en France n'est pas si explosif que ça? Bonsoir madame, bonsoir à tous. Je pense que le climat social est explosif. Je suis assez préoccupé de la situation sociale dans le pays. Cette manifestation est un modeste signal, mais il y en aura d'autres, hélas, parce que la situation est grave. On a un déficit de croissance. On a une croissance qui, aujourd'hui, veut dire déficit budgétaire, puisqu'on ne va pas atteindre l'objectif de croissance. Si on a une croissance. Il va falloir... oui, mais comme on ne va pas l'atteindre, ça veut dire déficit budgétaire, ça veut donc dire des impôts nouveaux. Et tout ça dans un contexte économique global difficile avec... je pense, une crise industrielle comme on en a rarement vu, notamment dans le secteur automobile. Et si je prends le secteur agricole, une crise de l'élevage très profonde. Donc vous avez une crise de l'emploi auquel va s'ajouter la crise des impôts, la crise de la classe moyenne qui ne va pas supporter qu'on fasse appel à des impôts nouveaux pour équilibrer le budget. Donc au fond, on ne peut pas y échapper à votre avis? Je pense qu'on ne peut pas y échapper puisqu'au fond, les équations budgétaires telles qu'elles ont été bâties par l'exécutif ne sont pas atteignables. Et donc il va falloir remplir les caisses de l'État autrement que par la croissance, c'est-à-dire par l'impôt. Comme il n'y a pas de réforme pour faire des économies de l'État qui sont actuellement à l'étude, qu'on puisse se préparer, discuter. On va les détailler dans l'émission. On voit bien qu'on est dans une situation, au fond, qui peut être explosive parce qu'elle a 3 ingrédients. D'abord, la crise de l'emploi, ensuite la crise de la fiscalité, c'est-à-dire l'alliance dans le mécontentement des couches populaires et des classes moyennes, et puis le fait que les couches qui devaient soutenir le Parti socialiste, les couches sociales qui sont ses habituels soutiens, l'éducation, les fonctionnaires, sont actuellement en grand scepticisme, en grand doute vis-à-vis de la politique socialiste. Donc au fond, le gouvernement n'a plus d'assises populaires. On voit que dans les sondages, la cote de popularité est basse et donc il y a une vraie inquiétude. Alors si ce mécontentement social ne se manifeste pas dans la rue, il se manifestera l'année prochaine dans les rues. Est-ce qu'il faut méditer par exemple l'exemple italien, Mario Monti, bien sûr, tué par l'austérité? Je pense qu'il y a un risque très important de populisme et on voit que ce qui est arrivé en Italie pourrait très bien nous arriver chez nous. On voit les campagnes de Mme Le Pen et de M. Mélenchon et donc au fond, ces personnes qui ne sont pas au fond, qui ne sont pas des partis de gouvernement. Jean-Luc Mélenchon à mettre dans le même sac? Je pense que ce sont 2 formes de protestation qui notamment ont des propositions que je qualifie de populistes et d'irraisonnables quand il s'agit de quitter l'Europe par exemple, comme le dit Mme Le Pen et comme le dit M. Mélenchon. Donc ceux-ci ne sont pas pour moi des partis de gouvernement, ce sont des partis protestataires. Alors ils ont des origines historiques très différentes, donc ils ne peuvent pas être assimilés, mais ils ont la même protestation anti-européenne qui a fait toute la faveur du populisme italien ces dernières semaines. Marine Le Pen qui dit que François Hollande est le Mario Monti français. Je pense qu'en effet, on voit cette campagne se dessiner. Donc, c'est l'intérêt de personne que le gouvernement socialiste soit en grande difficulté. Vous savez, je suis de l'opposition, je veux gagner les prochaines élections, mais je suis très inquiet de la situation dans laquelle se trouvent aujourd'hui les socialistes, parce que je vois arriver la crise économique et je ne vois rien comme mesure efficace, notamment pour répondre à ce que Mais vous attendez quoi alors du président de la le choc de République? compétitivité. Vous attendez un discours de vérité? Est-ce que vous attendez qu'il vienne parler devant les Français à la télévision? Moi, j'attends Est-ce que vous attendez que le gouvernement prononce le mot rigueur? C'est un mot un peu tabou dans la classe politique française, à droite comme à gauche. J'attends pas de discours, j'attends de l'action. J'attends un plan national pour la compétitivité. J'attends un plan qui soit vraiment à la hauteur du rapport gallois. Vous savez, ce plan, il a été annoncé à l'automne. Il n'y a rien dedans. Il y a une seule mesure, qui est une mesure sur laquelle le gouvernement a fait beaucoup de communication. C'est le crédit d'impôt.
Peut-être que le crédit d'impôt sera utile à la fin, donnés aux entreprises, dit par exemple Jean-Luc Mélenchon. à la fin de l'année. Ce crédit d'impôt, je pense que le budget d'ailleurs en compte plus que ça, mais ce sera pour l'année prochaine. Le crédit d'impôt, c'est ce qu'on va recevoir à la fin de l'année. Mais qu'est-ce que c'est que la compétitivité? La compétitivité, c'est un prix de revient. Un entrepreneur, au mois de février, aujourd'hui au mois de mars, un entrepreneur, est-ce qu'il va baisser ses prix de revient pour être compétitif par rapport à ses concurrents, français ou étrangers, alors qu'il ne sait pas quelle va être sa recette en ce qui concerne le crédit d'impôt? Donc le crédit d'impôt, c'est absolument pas une mesure pour la compétitivité en 2013. Ce sera peut-être utile pour la trésorerie des entreprises en 2014. Dans le meilleur des cas, c'est pas financé, mais en tout cas, rien n'est fait aujourd'hui pour améliorer la compétitivité des entreprises. Tout se passe comme si l'exécutif n'était pas conscient de la crise industrielle, de l'avis de tempête industrielle qui est annoncé pour le pays. Il y a pourtant le projet de loi sur la sécurisation de l'emploi dont on parlait au début de l'émission. Est-ce que cet accord vous convient? Est-ce que vous seriez prêt à le voter? Il est utile, je le voterai. Il est utile, c'est une bonne étape, mais ne faisons pas croire aux Français que c'est la solution. C'est une étape dans la bonne direction, d'une certaine flexi-sécurité, un peu plus de souplesse donnée aux entreprises tout en protégeant les droits essentiels des salariés. Donc j'admire d'une certaine manière le courage qu'a la CFDT de signer un accord de cette nature qui, on le voit bien par rapport à la démagogie de la CGT ou de Force ouvrière, impose à la CFDT de montrer son esprit de responsabilité, ce qu'elle fait avec audace. Mais il est clair... Cet accord a aussi été poussé par le gouvernement. Donc est-ce que vous avez l'impression que François Hollande finalement se renie par rapport à ses engagements de campagne ou est-ce qu'au contraire elle fait preuve de pragmatisme? Il est incapable de tenir les engagements de campagne parce que, au fond, sa campagne a été quelque part une tromperie. Il nous a fait croire qu'il suffisait de chasser Sarkozy pour chasser la crise. Ils ont chassé Sarkozy, mais ils ont toujours la crise. Et aujourd'hui, on voit bien que le Parti socialiste s'attendait à ce que les choses se redressent d'elles-mêmes et elles ne se redresseront pas d'elles-mêmes. S'il n'y a pas des réformes de structure très importantes, le Parti socialiste n'y arrivera pas. Ils ont supprimé une mesure qui était essentielle, le non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite. Ils seront obligés d'y revenir. Ils parlent aujourd'hui d'augmenter la TVA. Ils n'ont pas voulu appliquer la mesure que Nicolas Sarkozy avait fait voter sur la TVA anti-délocalisation. Ils devront la faire. Ils sont face à un mur aujourd'hui. On parle du mur aux États-Unis. Là, nous avons un mur industriel. Si nous voulons franchir ce mur, il faut baisser nos charges et pour cela, il faut faire des efforts et notamment des efforts comme la TVA anti-délocalisation. Et quand François Hollande réaffirme son objectif d'inverser la courbe du chômage, il l'a redit hier en déplacement à Dijon, il dit que ce doit être une cause de cohésion nationale. Est-ce que vous le soutenez ? Bien sûr que c'est une cause de cohésion nationale et on ne peut que soutenir le président quand il se bat pour l'emploi. Mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement aujourd'hui ne prend pas les mesures à la hauteur des engagements du président et que c'est le gouvernement qui va faire trébucher le président. Parce que le gouvernement aujourd'hui n'a pas un plan national de compétitivité. Il y a urgence. Il est incroyable de penser que les députés socialistes, que les sénateurs socialistes circulent sur le terrain tous les jours et ne voient pas toutes ces PME aujourd'hui du secteur automobile qui connaissent des difficultés majeures. Mais ces problèmes de compétitivité, Jean-Pierre Raffarin, ils ne sont pas nouveaux. Pourquoi les sénateurs de droite, les députés de droite, quand ils étaient au pouvoir, n'ont pas aidé les industriels français à surmonter ces difficultés-là? Vous n'avez pas lu le rapport de la Cour des comptes qui dit que depuis 2010, le gouvernement de Nicolas Sarkozy avait pris les bonnes mesures. On peut discuter le bilan économique de Nicolas Sarkozy 2007-2010, mais à partir de 2010, sur les derniers mois du quinquennat. À partir de 2010, c'est-à-dire à partir de la crise, vous voyez toutes les mesures qui sont saluées par la Cour des comptes, notamment, je vous le disais, le remplacement d'un fonctionnaire sur deux qui part à la retraite et aussi la mesure TVA anti-délocalisation. Donc le gouvernement précédent avait pris des mesures. Pourquoi les socialistes sont-ils revenus sur ces mesures? On voit bien qu'ils vont être obligés de chercher régulièrement. Là, on dit 6 milliards, il faut trouver 6 milliards d'économies. Et en fait, il faut trouver 30 à 35 milliards d'économies. Et donc, on voit bien que le gouvernement a besoin d'un plan national de compétitivité. Il a détricoté celui de Nicolas Sarkozy, il n'a rien mis à la place. François Hollande, vous l'avez souligné tout à l'heure, est au plus bas de sa cote de popularité. Il a prévu de faire maintenant tous les mois un déplacement de 2 jours pour rester au contact des Français. Est-ce que c'est la bonne formule, vous qui êtes un homme de communication, pour reconquérir l'opinion? Finalement, est-ce que ce n'est pas dur, même quand on veut être un président normal, de rester au contact de la réalité? Franchement, je pense que ce n'est pas être au contact de la réalité que de croire que le président de la République pourra redresser sa cote de popularité
par une attitude de communication. Ce que les Français attendent, c'est de l'action. Et donc, c'est au gouvernement aujourd'hui de monter en ligne. Je vois que les institutions fonctionnent un peu à l'envers. C'est M. Hollande qui est en train d'aller essayer de sauver M. Ayrault. Au fond, c'est M. Ayrault et le gouvernement qui devraient protéger le président. Donc, on devrait entendre le gouvernement aujourd'hui sur la bataille de l'emploi, sur la bataille de la compétitivité et le soutien aux PME. Bien évidemment que cette crise, elle était antérieure puisqu'elle est partie au fond de 2008-2010. Mais on voit bien aujourd'hui l'extrême gravité de cette crise. Et il y a une attitude qui laisserait penser qu'il suffit d'envoyer le président en province pour arranger les choses. On n'arrangera les choses que si on arrange les marges des entreprises. L'emploi est dans les marges des entreprises. Mais finalement, on voit bien qu'avec le quinquennat, les choses s'accélèrent et qu'on en revient à un seul et même style de présidence, l'omniprésident, non ? Je pense que c'est une fragilité et qu'on a intérêt à ce que le président de la République soit crédible dans notre pays. Même l'opposition a intérêt à ce que M. Hollande représente bien les intérêts de la France et les aspirations des Français. Et donc, nous n'avons pas intérêt à fragiliser le président. Que le président mène des actions comme aller passer 48 heures en province, c'est utile et je pense que c'est l'occasion pour lui de s'exprimer et d'être en phase avec le pays. Mais sur le fond des choses, c'est au gouvernement aujourd'hui de regarder avec lucidité la vague de tempête industrielle qui s'annonce devant nous et pour laquelle il faut protéger la France de cette vague-là. Or, on ne voit rien venir. Regardez au Sénat, on nous propose des lois électorales, on nous propose un certain nombre d'initiatives, et y compris d'ailleurs le mariage pour tous et quelques autres projets de société. Nous sommes face à une grande vague de tempête industrielle face à nous et on fait comme si elle n'arrivait pas. Elle arrive, tout le monde la voit. Alors, est-ce que la motion de censure déposée par Jean-François Copé ou qu'il va déposer à l'Assemblée nationale a du sens dans ce contexte-là pour débattre des finances publiques en France? Elle a beaucoup de sens parce que moi je crois que l'opposition ne doit pas se contenter de critiquer M. Hollande ou M. Ayrault. Nous devons proposer. Parce que si le populisme arrive comme en Italie, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre seront emportés dans la même protestation. Nous, il faut qu'on montre bien qu'on a une autre politique économique sur les charges sociales. Pour déposer des propositions mais je pense qu'il faut un discours de politique économique, un discours de politique générale pour l'économie. Et ça, c'est une motion de censure. Donc j'attends du président de mon parti que pour la motion de censure, il nous dégage les grandes lignes de ce que serait la politique économique de l'UMP si on était au pouvoir. En quoi elle serait différente de celle de M. Ayrault et en quoi elle répondrait aux problèmes des Français. Nous attendons pour le débat de censure un discours du président de l'UMP sur notre politique économique. Et nous y travaillons les uns et les autres. La concertation est engagée pour assembler les meilleures idées. Allez, Jean-Pierre Raffarin, on va parler de l'UMP. Nadège Puljac de l'AFP va nous rejoindre sur ce plateau. On a l'impression qu'un vent d'émancipation souffle à tous les étages de l'UMP en ce moment. Le droit d'inventaire est ouvert, notamment par vous. Vous avez parlé des 5 occasions manquées de Nicolas Sarkozy pendant son quinquennat et pendant la campagne présidentielle, mais également par aussi l'ancien Premier ministre de Nicolas Sarkozy, François Fillon, qui n'hésite pas à se mettre maintenant au même niveau que l'ancien chef d'État dans la course vers 2017. Je vous propose de regarder ce reportage de Jérôme Rabier. Nicolas Sarkozy leur a appris la politique décomplexée. Les leaders de l'UMP comptent désormais l'appliquer, quitte à remettre en cause le leadership de l'ancien chef de l'État. Xavier Bertrand ira à la primaire de 2016, Bruno Le Maire évoque un devoir d'aggiornamento et François Fillon n'hésite plus à se mettre à égalité avec Nicolas Sarkozy en cas de retour de ce dernier. Tout est à reconstruire. Il faut d'abord reconstruire le projet et puis on verra ensuite celui qui est le mieux à même de le porter. J'ai déjà eu l'occasion de dire que si c'était Nicolas Sarkozy, eh bien je soutiendrais Nicolas Sarkozy. Et si en l'occurrence c'est moi qui suis à même de mieux le porter, eh bien je me lancerai dans cette aventure. S'affranchir de la tutelle de l'ancien chef sans pour autant froisser les militants UMP qui voient encore en lui le meilleur recours pour 2017, la tâche n'est pas aisée. D'autant que certains gardiens du temple sarkozyste, comme le courant de la droite forte arrivé en tête lors des dernières élections internes, ne comptent pas laisser enterrer leur leader spirituel. Ce qui est incontestable, c'est qu'on a besoin du talent de Jean-François Copé, du talent de François Fillon, mais que le leader naturel de la droite française, pour moi et pour nous, ça reste Nicolas Sarkozy. Il y a peut-être un problème de leadership aussi, tout simplement. Bon, c'est un problème de leadership. On en a un puisqu'il s'appelle Nicolas Sarkozy. Pour s'émanciper, les leaders de l'UMP doivent aussi réapprendre à gagner sans Nicolas Sarkozy. C'est la stratégie du président actuel de l'UMP qui compte s'appuyer sur des victoires électorales pour s'imposer. Il est normal que certains nombres de mes amis ou de mes aînés se préoccupent de 2017. Moi, je pense que la priorité pour nous, c'est le rendez-vous de 2014. Ne pas se tromper. On ne peut pas imaginer de l'emporter en 2017 si nous n'avons pas d'abord
retrouver les Français à l'occasion des municipales de 2014 et ensuite des cantonales et des régionales. Ne pas parler de 2017 pour éclipser l'idée d'un retour n'empêchera pas de s'interroger sur les échecs du passé. Il faudra, pour certains analystes politiques, faire l'inventaire de ce qui n'a pas fonctionné. Il y a un devoir d'inventaire de la part des dirigeants de droite, y compris Nicolas Sarkozy lui-même, le jour où il déciderait de revenir. Qui dit inventaire dit relever tous les bons aspects qu'il faudra mettre en avant avec fierté auprès des sympathisants de droite, et puis aussi reconnaître les erreurs. On ne perd pas systématiquement toutes les élections, comme Nicolas Sarkozy les a perdues tout au long de son quinquennat, sans sans avoir à faire ce type d'inventaire. C'est sur cette base qu'un nouveau projet doit être inventé à l'UMP, une manière, 10 mois après la défaite présidentielle, d'enfin avancer. Voilà, Nadège Puljak de l'AFP est avec nous sur le plateau. Bonsoir Nadège. Bonsoir, bonsoir Monsieur Raffarin. Alors Bonsoir. comme on vient de le voir au début de ce reportage, vous vous êtes nettement démarqué de l'ancien président Nicolas Sarkozy il y a quelques jours. Dans le texte que vous avez publié, vous lui reprochez sa droitisation pendant la campagne. Alors vous savez, j'ai relu les déclarations que vous faisiez au moment de la présidentielle. Vous étiez déjà très critique, hein. Je ne suis pas d'accord avec Nicolas Sarkozy sur beaucoup de choses, mais ce n'est pas le moment de contredire sa stratégie. C'est ce que vous disiez entre les deux tours. Alors, vos critiques d'aujourd'hui sont cohérentes avec celles d'hier. Mais pourquoi les faire maintenant, alors que M. Sarkozy n'est pas sur le devant de la scène? Il le sera peut-être dans 2 ans, mais pour l'instant, il ne l'est pas. Le timing n'est certainement pas innocent. C'est une question de timing, effectivement. Oui, mais j'aime pas tirer contre mon camp. Donc moi, j'ai fait Vous un avez tiré livre... contre M. Sarkozy tout de même, mais vous Attendez, étiez... J'ai fait un livre en 2007 qui était une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy. Je lui ai dit la ligne qui me paraissait la ligne humaniste pour la France. J'ai refait un livre en 2011-2012, avant les élections présidentielles. Donc j'ai écrit tout ce que j'ai dit, le changement de Premier ministre, au fond la stratégie de droitisation, je me suis exprimé sur tous ces sujets. Mais il est clair que ce n'est pas dans une campagne électorale que j'allais formuler un certain nombre de critiques, parce que je vais vous dire un secret. Je critiquais M. Sarkozy, mais je préférais M. Sarkozy à M. Hollande. Donc il y a un moment où vous cherchez la valeur absolue, vous cherchez le meilleur, et puis il y a un autre moment où vous prenez celui qui est préférable. Donc entre Sarkozy et Hollande, je n'avais pas d'hésitation, je préférais Sarkozy. C'est pour ça que j'ai attendu après les élections pour pouvoir m'exprimer sur ces sujets. Mais ce qui compte maintenant, c'est d'être crédible en 2017, que nos propositions, nos promesses soient crédibles aux yeux des électeurs. Pour cela, il faut qu'on reconnaisse nos erreurs. Il y a eu des choses bien faites par Nicolas Sarkozy, il y a eu un certain nombre de choses qui l'étaient moins bien. Il faut regarder tout cela avec lucidité pour gagner en crédibilité. Quand vous dites il faut regarder, vous savez, M. Balladur dit c'est à Nicolas Sarkozy lui-même de faire son inventaire. Pour vous, c'est à qui de le faire? C'est à vous, c'est à l'UMP, c'est à M. Sarkozy lui-même? Je pense que tout responsable politique doit analyser sa propre part de responsabilité. Donc moi, je ne suis pas du tout hostile, par exemple, parce qu'on ait un regard sur les 10 ans, pas seulement les 5 ans de Nicolas Sarkozy, mais aussi les 5 ans de Jacques Chirac. Donc vous vous englobez dans le lot. Et donc qu'on puisse dire clairement, on a réussi des choses, on a échoué sur d'autres. Et qu'au fond, la confiance des Français naîtra de notre crédibilité, c'est-à-dire de notre lucidité. Est-ce que vous faites partie des nombreuses personnes qui rendent visite à M. Sarkozy dans ses bureaux parisiens rue de Miromesnil? Je lui ai rendu visite une fois en un an. Et vous avez parlé justement de ce problème, de cette question? Mais vous savez, Nicolas Sarkozy a été mon ministre, il a été aussi mon président, et donc j'ai beaucoup discuté avec lui à maintes reprises, et que nous avons une relation très directe, très décomplexée, et qui n'exclut pas les relations amicales. Mais c'est au fond un discours franc, puisqu'on se connaît très bien l'un et l'autre, et qu'on ne peut pas tricher l'un par rapport à l'autre, tellement on se connaît bien. Comme vous vous connaissez très bien, à votre avis, est-ce qu'il peut revenir? Je pense que ça dépendra des circonstances. Ouais. Je crois que ce serait une erreur d'avoir une stratégie de conquête. Je pense que ce sont les circonstances qui peuvent appeler Nicolas Sarkozy, et que dans cette hypothèse-là, il est tout à fait envisageable que je sois amené à voter une 3e fois l'élection présidentielle pour lui. Mais ça dépendra des circonstances. Qu'est-ce que c'est, circonstances? C'est-à-dire que M. Hollande n'a pas réussi à redresser la France, que M. Fillon et Copé se soient entretués, si je peux m'exprimer ainsi. Qu'est-ce que c'est? Je pense qu'à un moment, on voit que
le Parti socialiste a échoué et que la seule vraie alternative, c'est un rassemblement autour de l'ancien président. Si tel est le cas, je pense qu'à ce moment-là se dégagera dans le pays une volonté d'alternance autour de Nicolas Sarkozy. Donc nous le verrons, mais ça, disons que c'est un horizon 2016, c'est-à-dire un an avant les élections présidentielles. Et lui-même en a envie, vous croyez ? Je ne sais pas, les deux signaux contraires sont envoyés. De temps en temps, on le voit penser à autre chose, voyager et avoir d'autres horizons. Et de temps en temps, on le voit très sensible à quelques rendez-vous et donc tout prêt à bondir. Donc il n'a pas encore relâché l'affaire de la politique. Le virus est toujours là. Je crois que quand on a le virus, c'est assez il l'a depuis toujours, éternel. Donc il l'a depuis toujours. Je pense qu'il ne le lâchera pas facilement comme ça. Mais au fond, on voit bien que pour notre ressource humaine à l'UMP, on a aujourd'hui des personnalités qui peuvent prétendre à la fonction. Trop peut-être ? Non, pas trop. Je pense que les trois qui sont les plus en scène, on a Jean-François Copé. Pour lui, il y a un horizon qui est très clair, c'est celui des municipales. Lui doit conduire l'UMP à la victoire aux municipales. C'est son travail, c'est sa mission. Et s'il réussit ça, sans doute qu'il pourra monter une marche ensuite. Donc lui, il a une échéance gagnée 2014. François Fillon, lui, il a crédibilisé un projet politique. Donc il va aller au-devant des Français pour construire un projet politique et essayer de faire en sorte qu'il entre en communication avec le pays sur ce projet-là. Donc on va voir ce que ça donne. Et puis Nicolas Sarkozy, lui, qui devra peut-être répondre à des circonstances que nous ne connaissons pas aujourd'hui. Donc finalement, ils ne sont pas vraiment concurrents dans leur parcours. Ils pourraient être concurrents à un moment donné, mais pour le moment, chacun a son parcours. Donc je souhaite que les uns et les autres, nous respections le parcours des uns et des autres et qu'on ne soit pas des agitateurs. Chacun dans sa trace. Voilà, chacun dans son couloir. Bon, alors on va parler de l'UMP si vous le voulez bien. Pendant la crise, vous avez été un intermédiaire entre les deux rivaux, Jean-François Copé, François Fillon, et vous avez réussi apparemment à les réconcilier. Alors est-ce que c'est une vraie réconciliation ou une réconciliation de façade ? Disons que c'est une vraie réconciliation, mais progressive. Il est clair que la confiance avait été rompue, donc il faut être franc, et je suis franc avec vous, la confiance entre eux était rompue, et que nous sommes là dans une situation de convalescence. On n'est pas dans une confiance rétablie complètement. Mais il y a beaucoup de progrès qui sont faits. Les équipes se réunissent toutes les semaines. On se réunit le lundi soir pour les statuts, on se réunit le mardi matin dans l'équipe dirigeante, on se réunit ensuite le mercredi en bureau politique. Donc on s'apprivoise les uns et les autres et au fond, la confiance est en train de revenir. Et je souhaite que nous travaillions à cette confiance parce que nous avons besoin des uns et des autres pour essayer de renouveler l'offre UMP. Vous avez réussi là où M. Juppé, malheureusement pour lui, avait échoué. Quel a été votre secret? Qu'est-ce que vous leur avez dit à ces deux hommes pour qu'ils se réconcilient? Ou au moins qu'ils fassent semblant? Enfin, en tous les cas, c'est l'impression qu'ils donnent aujourd'hui. Ils étaient tous les deux bien conscients qu'ils étaient en train de s'abîmer fortement. Et donc, avec d'autres, j'ai multiplié les alertes sur le fait qu'on n'avait pas intérêt à ce qu'ils s'autodétruisent. Qu'au fond, moi j'avais voté Copé, mais je n'avais pas intérêt pour mon parti à ce que la carte Fillon disparaisse. On peut avoir besoin dans l'avenir de François Fillon. Beaucoup de gens avaient d'ailleurs voté pour Jean-François Copé pour la présidence du parti, pensant que François Fillon pouvait être un candidat à la présidentielle. Et d'autres gens pensent que Jean-François Copé a cet avenir. Donc les uns et les autres ont un potentiel. Ce que je ne voulais pas, c'est qu'ils s'autodétruisent et qu'on perde nos chances d'avenir. Vous savez, le quinquennat accélère terriblement les choses. Je pense qu'au lendemain des municipales, au lendemain de 2014, on va parler de la présidentielle et là, il nous faudra un candidat crédible. Mais justement, du coup, certains militants UMP s'interrogent. Est-ce qu'il faut repartir sur un nouveau vote pour la présidence de l'UMP en septembre prochain? Puisque c'est dans l'accord, je suis favorable à ce nouveau vote, mais ce que j'entends aujourd'hui, c'est que les militants ne le souhaitent pas et qu'au fond, tout le monde va être dans l'élection municipale et que les listes ne sont pas faciles à faire. Et si en plus de cette difficulté de composition des listes, il faut ajouter le clivage Copé-Fillon, ça va rendre les choses encore plus complexes. Donc les têtes de liste à 80% vont être désignées pour les élections municipales au mois de mai. Et donc en septembre, on sera dans la composition des listes municipales plus que dans la bataille électorale, me semble-t-il. Mais c'est dans l'accord, donc il faut que les uns et les autres respectent l'accord. Je voudrais encore vous poser une dernière question, s'il vous plaît. Messieurs Copé et Fillon veulent tous les deux être, on le sait bien, président de la République. À l'avenir, on ne sait pas quand, en tous les cas, ils n'ont pas la même stratégie pour y parvenir. Vous en avez parlé tout à l'heure, d'ailleurs, de leur stratégie. Monsieur Copé dit que pour gagner 2017, il faut déjà gagner 2014. Monsieur Fillon, il vise directement la primaire de 2016. Selon vous, quelle est la meilleure stratégie?
Je crois qu'ils ont une bonne stratégie chacun l'un pour l'autre. C'est-à-dire que François Fillon s'est abîmé dans cette bataille électorale. Il s'est abîmé parce qu'il a échangé des coups et qu'il avait une image rassembleur. Et donc, je pense qu'il doit... Alors oui, mais je vais y venir. Mais donc pour François Fillon, l'essentiel, c'est aujourd'hui de porter un projet et d'essayer de le construire avec les Français et reconstruire son image de rassembleur. C'est ça pour lui qui est l'essentiel. Donc de partir en province, discuter avec les gens en région et apporter des réponses aux préoccupations des Français. Ça, c'est son enjeu, l'enjeu du projet. Jean-François Copé, il a été élu à la tête d'un parti. Donc c'est un manager. Lui, il doit faire travailler les équipes et doit faire en sorte que il ne s'agit pas pour lui de bâtir un projet personnel, il s'agit de gagner une bataille collective, que nous gagnons les municipales. Donc Jean-François a une échéance qui est celle de 2014, il a une haie à sauter et s'il la saute bien, il pourra continuer derrière. Si on comprend bien ce que vous dites, M. Raffarin, il n'y a pas de raison alors pour M. Fillon d'aller à la présidence de l'UMP en septembre. Si on suit bien votre raisonnement. C'est à François Fillon de le dire, et moi je respecterai sa décision. Mais je ne donne pas de conseils à François Fillon, c'est un grand garçon, il sait faire. Qu'est-ce que vous préféreriez quand même ? Je ne suis pas sûr que c'est auprès de moi qu'il les prendrait, mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que je partage sa stratégie qui est de vouloir construire un projet avec les Français. Et dans cette dynamique-là, une bataille partisane ne me paraît pas appropriée. Et que quand on veut construire un projet pour rassembler les Français, on est dans une période de crise, le tissu social se déchire, il faut rassembler les Français. Une élection partisane ne me paraît pas être une bonne échéance. Mais chacun appréciera. Alors, j'avais dit que c'était ma dernière question, j'avais menti, c'était mon avant-dernière question. Encore une promesse que les journalistes ne tiennent pas. Vous ne tenez jamais vos promesses, vous les journalistes. Ça va être la dernière question de Nadège. Ça sera vraiment la dernière. Le 18 novembre dernier, les militants UMP étaient appelés à voter non seulement pour leur président, mais également pour les courants, ce qui est nouveau dans votre parti. Bon, il y avait 6 courants. C'est la droite forte qui est arrivée en premier, le courant le plus sarkozyste, dont les dirigeants disent qu'ils sont fiers d'être français et de droite. La droite sociale de Laurent Wauquiez est arrivée 2e, la vôtre, les humanistes, uniquement 3e. Est-ce que vous êtes déçu? Est-ce que vous y voyez une droitisation de l'UMP? Non, parce qu'au fond, la droite forte a fait à peu près un tiers des voix, à peine un tiers. Et qu'au fond, nous... 28% exactement. Voilà, et nous sommes, avec Wauquiez, à peu près à 20% chacun. Donc on pèse 40%. Donc au fond, vous avez droite sociale et humaniste qui pèse 40, et vous avez la droite force qui pèse un tiers. Donc au total, on voit qu'il est clair qu'il y a une droite puissante dans l'UMP. L'UMP est un parti de droite et du centre. Mais il est clair que la droite est majoritaire par rapport au centre dans l'UMP. C'est pour ça qu'avec le centre, il faut toujours qu'on joue un peu des épaules pour faire exister nos thèmes. Parce que, grosso modo, l'électorat de droite est majoritaire dans l'UMP. Mais c'est toute la culture de l'UMP. Nous avons voulu nous rassembler UDF et RPR pour être devant le Front National et de faire en sorte que si on était divisé UDF et RPR, le Front National serait qualifié au second tour. Et nous, on veut éviter à notre candidat ce qui est arrivé à M. Jospin, c'est-à-dire l'élimination au second tour de l'élection présidentielle. Pour cela, il faut mettre la droite et le centre ensemble. C'est la logique de l'UMP, mais c'est vrai... Il y a déjà des discussions entre l'UMP et l'UDI de M. Borloo Il y a des discussions, bien sûr, parce que notamment à l'occasion des municipales, on a la volonté de pouvoir s'entendre. Et donc, pour le moment... Avec des primaires ouvertes donc, sur l'UDI. Voilà, il y a des primaires ouvertes, il y a quelques tiraillements dans certaines villes, mais au fond, c'est à peu près normal à cette période. Ce qui compte, c'est que le moment venu, on dégage des candidatures d'union. Est-ce que Rachida Dati doit maintenir sa candidature à Paris aux primaires? Écoutez, les primaires, c'est fait pour être candidat. Je voudrais vous dire que moi, ce que je ne veux pas, c'est qu'on soit trop brutaux les uns et les autres avec les différents candidats. Je trouve quand même qu'il y a beaucoup de brutalité qui s'exprime contre Rachida Dati. Je pense que Nathalie Kosciusko a de grandes qualités et de grandes compétences. Quand vous dites brutalité, vous évoquez les propos de Claude Goazienne? Un certain nombre de propos qui sont ici ou là. Je pense que ce n'est pas à la grandeur de tout le monde, des uns et des autres, d'avoir une expression politique brutale. Et donc chacun a sa place, chacun, dans une élection primaire, a le droit, à la légitimité pour défendre ses idées. Les électeurs arbitreront. Je pense que nous avons, avec Nathalie Kosciusko, une personnalité de qualité. Je souhaite qu'elle puisse s'entendre avec Rachida Dati. Leurs profils sont différents, leurs natures politiques sont très différentes, leurs messages et leurs tempéraments sont très différents.
Je pense que pour gagner Mais Paris, il il faut faudra préserver Rachida- rassembler, et il faudra Et préserver rassembler, Rachida Dati aussi. mais en tout cas, ne pas avoir de cibles comme ça qui font l'objet de toutes les brutalités. Merci beaucoup Nadège. On va passer à la troisième partie de cette émission. On va continuer à parler des élections intermédiaires, les municipales, mais aussi les sénatoriales de septembre 2014, des élections qui vont compter. Le gouvernement vient d'ailleurs de faire adopter une réforme du mode de scrutin des élections sénatoriales. Alors est-ce qu'il y a de quoi compromettre les chances de faire rebasculer la Haute Assemblée à droite? On voit tout de suite tout ça avec Sandra Cerquera. La réforme du scrutin sénatorial, un projet de loi passé presque inaperçu. Il rétablit la proportionnelle, supprimée par la droite en 2002, pour les départements élisant 3 sénateurs, et prévoit une meilleure représentation des grandes communes. Un rééquilibrage nécessaire selon la gauche. Le corps électoral du Sénat est déséquilibré puisque les communes urbaines, disons les communes de plus de 30 000 habitants, sont beaucoup moins représentées au regard de leur population. Mais ce rééquilibrage se fait en maintenant les règles qui existent pour les communes rurales et en particulier le fait que chaque commune disposera d'au moins un grand électeur. Avec le retour de la proportionnelle, la droite pourrait perdre entre 5 et 10 sièges. Voilà qui fait bondir l'opposition. Elle dénonce un tripatouillage électoral. La gauche voudrait bien garder le Sénat et elle a peur des élections municipales. Donc elle a regardé ce qu'elle pouvait modifier dans le mode de scrutin pour garder son avance qui, vous le savez, n'est que de quelques sièges. Perdre la majorité du Sénat en 2014, ce serait un sacré coup de semonce. Une réforme du mode de scrutin qui pourrait aussi contrarier les espoirs de reconquête de la droite. Les ambitions personnelles aussi. On parle d'un nouveau duel entre Gérard Larcher, l'ancien président du Sénat, et Jean-Pierre Raffarin, candidat malheureux à la présidence en 2008, sans doute désireux de prendre sa revanche. Gérard Larcher aurait perdu quelques soutiens, mais pour certains, si match retour il y a, il sera sans surprise. Bon, je pense que Larcher sera devant. Larcher a fait le choix de Fillon. Il a 70% des sénateurs UMP Fillon. Donc, et là, il est sorti de la période dépressive post-défaite. Réputé homme de terrain, Gérard Larcher serait déjà en campagne. Pour marquer des points, Jean-Pierre Raffarin devra, contrairement à 2008, ne pas se contenter de chercher à obtenir les soutiens du parti s'il voit son avenir à la présidence du Sénat. Voilà, donc pour aborder ces questions liées au Sénat, Jean-Pierre Raffarin, Michael Zamès de Public Sénat est avec nous sur le plateau. Bonsoir Monsieur Raffarin. Bonsoir. Alors si on en croit un petit peu... C'est curieux de demander à un homme de gauche d'arbitrer un débat à droite. Enfin, c'est amusant. Bah, il faut bien avoir leur avis quand même. Oui. Ça compte au Sénat, vous êtes d'accord? Ah bon, pas forcément. En tout cas, nous avons des procédures qu'on vote en primaire à l'intérieur de la majorité. Donc la gauche n'est pour rien dans la détermination d'un candidat. Non, mais les radicaux de gauche ont souvent une force aussi qui peut servir mais comme le candidat, il est... Au-delà des primaires, au sein du groupe UMP, bien sûr. Oui, mais il n'y a plus qu'un candidat après. On a un candidat dans le groupe UMP et après il n'y a plus de candidat. Oui, mais les forces en présence peuvent aider à choisir un candidat au sein du groupe UMP. Elles ne votent pas. Ça veut dire quelque part que tout ça vous intéresse. Donc la présidence du Sénat, ça vous intéresse encore ou pas? C'est important le Sénat. Et donc ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'au fond la perte du Sénat a annoncé la perte de la présidentielle. Peut-être que la victoire du Sénat annoncera la victoire de la présidentielle. Donc c'est un enjeu important sur la route de 2017 que cette étape de 2014. Et donc la présidence du Sénat aussi? Naturellement, la présidence du Sénat sera un moment très fort parce que s'il y a reconquête du Sénat, ce sera un message important sur la route de la reconquête nationale. Mais le collège électoral tel qu'il est applicable, ou appliqué, ou sera appliqué en tout cas demain pour 2014, on peut dire que la gauche vous barre la route ou pas? En tout cas, ce qui est clair, c'est que la gauche a bien compris l'importance du Sénat, peut-être plus que la droite ne l'avait compris la dernière fois. Et donc, la gauche fait tout pour garder le Sénat. D'ailleurs, vous avez remarqué qu'elle change toutes les élections. Elle change toutes les règles du jeu pour se maintenir au pouvoir. Elle a changé les élections municipales, elle change les élections cantonales, elle change les élections régionales, elle change les élections sénatoriales. C'était le cas de la droite il y a quelques années aussi. Non, jamais toutes.
Non, non, même En les tout cas, pour les européennes. Non, non, sénatoriales. non, non, ne dites pas des choses comme ça, c'est inexact. La droite a modifié quelques élections, mais on ne s'est pas attaqué à l'ensemble du paquet électoral pour être sûr que les socialistes aient des lois Vous êtes qui quand les même d'accord avantagent. pour dire qu'à l'époque, ce qui avait été fait par Lionel Jospin avait été défait par la droite après. Oui, mais nous, ce qu'on avait clairement dit, parce que nous le pensons profondément, c'est que la proportionnelle n'est pas quelque chose pour le Sénat de très juste, parce qu'on représente les collectivités territoriales et tout ramener à des étiquettes politiques, c'est pas toujours le sens des territoires. Et aujourd'hui, le Sénat est représenté par la moitié des élus à la proportionnelle et par l'autre moitié au scrutin uninominal. Ça nous paraissait un juste équilibre. Augmenter la part des élus à la proportionnelle nous paraît pas raisonnable et ça politise le Sénat. Mais vous savez, l'histoire, j'ai maintenant un petit peu d'expérience, ceux qui jouent avec les règles électorales sont toujours perdants. C'est pour ça que je peux vous annoncer notre victoire. Ah, victoire au Sénat pour les sénatoriales et pour les municipales. Est-ce que, selon vous, parce qu'on a beaucoup parlé des municipales pendant cette émission, est-ce que selon vous, une vague bleue aux municipales est possible ou est-ce que ce sera une vaguelette ? Sans doute qu'en milieu urbain, nous n'aurons pas tous les résultats que nous espérons, parce que là, nous n'avons pas toujours les équipes prêtes à conquérir le pouvoir, mais il y a un certain nombre de villes sur lesquelles nous avons beaucoup d'espoir. Je pense par exemple à Strasbourg. On a un certain nombre de villes qu'on peut reprendre. Je pense que c'est le cas aussi à Rouen. On a un certain nombre de perspectives. Mais en tout cas, pour toutes les communes moyennes, des petites villes et des villages, je pense que là, on aura une vague bleue, oui. Nicolas Sarkozy, pendant sa campagne en 2012, avait dit « la vague, je la sens monter ». Là aussi, vous pourriez dire « la vague, je la sens monter » pour les municipales ? Écoutez, quand vous entendez le terrain, par exemple sur la réforme des rythmes scolaires, le nombre d'élus socialistes qui viennent à nos réunions pour nous dire que cette réforme est inacceptable, je peux vous dire que j'étais très surpris de voir le niveau de contestation des maires socialistes de l'action de M. Peillon. Donc quand je vois tout cela, je pense vraiment que l'électorat socialiste aujourd'hui est en train d'échapper au soutien gouvernemental. Vous gagnez sur la contestation et non pas sur vos projets. Je pense que, hélas, c'est souvent le cas quand on est au pouvoir. Quand vous regardez les élections régionales, nous avons gagné en 86, 92, 98 quand nous étions dans l'opposition. Nous avons perdu en 2004 et en 2010 quand nous étions au pouvoir. C'est pour ça que je pense que nous gagnerons les régionales de 2015 aussi. Et là, ce que vous dites, c'est que la réforme sur les rythmes scolaires pourrait avoir le même effet repoussoir que le délégué territorial unique de Nicolas Sarkozy. Je pense que, d'une part, la réforme des rythmes scolaires et d'autre part, cette invention gadgetique ignorant toutes les réalités du terrain qu'est l'élection du binôme aux élections cantonales, 2 personnes sur un même territoire, ça va vraiment provoquer une agitation à l'intérieur même des rangs socialistes assez incroyable. Et le cumul des mandats ? Le cumul des mandats, écoutez, le non-cumul des oui, mandats, ça nous amuse de voir un certain nombre de collègues socialistes qui ont fait les tréteaux et les chapiteaux pendant la campagne électorale, applaudissant M. Hollande qui disait non au cumul et qui maintenant veulent négocier avec lui. Comme si ce type de proposition avait été innocente de la campagne de M. Hollande. Elle faisait partie de la campagne de M. Hollande. On prend tout le projet de M. Hollande ou on ne prend pas le projet de M. Hollande. Les socialistes, aujourd'hui, donnent une piteuse image de leur soutien au président de la République en contestant cette réforme sur le non-cumul qui était un engagement du président. Je reviens un petit peu au Sénat. Le quotidien Libération a donné sur son site internet une carte de France où près de 50 parlementaires, en tout cas à ce jour, ont fait parvenir l'utilisation de leurs réserves parlementaires. Est-ce que vous seriez prêt à rendre public les chiffres de votre réserve parlementaire ? Oui, parce que d'ailleurs, dans mon département, on le connaît, puisque dans toutes les inaugurations, dans tous les débats locaux, quand on a un projet, chacun annonce les financements de son projet. Donc il suffit de collectionner les soutiens que nous avons. Est-ce que vous seriez prêt à publier vous-même la liste des bénéficiaires de votre réserve parlementaire ? J'ai aucun problème là-dessus. Je vois, oui, mais je dirais que ça, c'est la responsabilité du maire auquel on attribue si il veut le communiquer ou pas le communiquer. Mais c'est tout à fait faisable. Il n'y a rien de caché là-dedans. C'est une démarche publique, on écrit à la Commission des finances. Tous les parlementaires ne sont pas prêts à révéler la liste exacte des bénéficiaires et des projets de la réserve parlementaire. Écoutez, il suffit d'aller sur le terrain, ce qui me concerne, voir les différentes mairies qui ont bénéficié
de mes soutiens, c'est quelque chose de très public. Et je continue toujours et d'ailleurs, ça donne souvent droit à faire un discours sur le terrain, et donc c'est l'occasion d'exprimer clairement le soutien du parlementaire. Alors s'il y a des parlementaires qui ne souhaitent pas que leur action soit connue, ça les regarde, mais moi je souhaite que mon action soit connue. Jean-Pierre Raffarin, vous l'avez parlé tout à l'heure dans l'émission de ce texte sur le mariage pour tous qui va arriver au Sénat au mois d'avril. Il y a en ce moment des auditions et le rapporteur du texte, Jean-Pierre Michel, a décidé tout simplement de ne pas auditionner le collectif des non au mariage pour tous qui est engagé par Frigide Barjot. D'une part, agenda trop chargé, mais aussi les accuse de déni d'homophobie. Choqué, normal? Je trouve que c'est pas normal qu'un rapporteur ne voit pas tout le monde. Bon, c'est sa responsabilité. Nous, à l'UMP, nous les avons reçus. Nous avons reçu tous ceux qui avaient à s'exprimer sur le sujet. Je pense que quand on étudie un texte, on doit entendre tout le monde. Mais il y a quand même eu plus de 50 heures d'audition de la part de la Commission des lois sur le texte. Je pense quand même que c'est une erreur. Ce texte-là est vraiment une erreur et je pense que ce sera un talon d'Achille du président de la République parce qu'au fond, c'est une très profonde division des Français. C'est un sujet pour lequel les gens ont des convictions très profondes. Il est clair que l'homophobie est vraiment pour moi une horreur. Mais il est clair que tous ces débats peuvent générer aussi de l'homophobie. Donc il faut être très vigilant pour s'opposer à l'homophobie parce que le sujet de l'adoption n'est pas un sujet aujourd'hui d'homophobie. Il est clair qu'il ne faut pas faire d'amalgame. Et de ce point de vue-là, ce débat, dans une crise sociale, une crise de l'emploi très forte, divise les Français et ce sera une cicatrice, je pense, dans l'action de ce gouvernement. Pour terminer cette émission, Jean-Pierre Raffarin, quelle expérience vous avez tiré de la bataille de 2008 qui vous avez vu vous opposer à Gérard Larcher pour la primaire au groupe UMP en vue de la présidence du Sénat? Quelle expérience vous en avez tiré? J'en ai tiré beaucoup d'expériences, notamment que le rôle du Sénat doit pouvoir s'exprimer avec une certaine autorité, y compris vis-à-vis de l'exécutif. Et je pense qu'il faut même que, finalement, c'est un peu la même situation aujourd'hui. Le président du Sénat doit pouvoir être capable de s'opposer à un exécutif, y compris si l'exécutif est de ses propres amis. Non, mais vous, personnellement. Je pense qu'on n'entend pas suffisamment le Sénat et je trouve que, d'une manière générale et depuis un certain temps, l'exécutif gouvernemental a trop pesé sur le Sénat. Et le Sénat doit se faire entendre et doit pouvoir exister avec sa propre autorité sans être soumis à une autorité politique qui, à un moment ou à un autre, le conduit à faire des erreurs. Donc une maison fantôme? Le Sénat est devenu une maison fantôme, silencieuse, trop silencieuse alors? Non, je pense que le Sénat doit veiller à son autorité politique. Et donc le Sénat doit veiller collectivement, majorité et opposition rassemblée, à son autorité, à son indépendance politique. Et je pense que nous avons eu à la tête du Sénat des personnes de qualité. Je pense que le président Bell est quelqu'un de très respectable et de très estimable. Mais il ne sait pas se faire entendre. Mais à l'intérieur du débat à gauche, on n'entend pas suffisamment le Sénat. Très bien, on a entendu votre message, Jean-Pierre Raffarin. À Jean-Pierre Bell, le président du Sénat, merci d'avoir été aujourd'hui l'invité de Preuve par 3. Merci Mickaël. Merci à tous de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur l'antenne de Public Sénat. Il y a une phrase qu'on attribue à Nicolas Sarkozy. C'est celle-ci. Je lui ai donné des jouets. Alors il parle du Conseil général des Hauts-de-Seine et puis du secrétaire général de l'UMP, qu'il s'est empressé de casser. Patrick Devedjian, vous êtes au courant de cette phrase? Elle vous est revenue? Je l'ai lu dans le journal, oui, mais je ne l'ai jamais entendu dans sa bouche. Pendant des années, il a occupé le paysage comme étant l'ennemi, voire le souffre-douleur de Nicolas Sarkozy. Depuis sa réélection dans les Hauts-de-Seine fin 2012, Patrick Devedjian fait figure de revenant. Alors comment vit-il cette revanche? Comment a-t-il survécu à cette lutte acharnée? Et peut-on, comme il l'a toujours fait, manier l'humour et la provocation dans la vie politique? Cette semaine, nous déshabillons en tout bien, tout honneur, le plus caustique des politiques. Déshabillons-les. Demain à 18h15 sur Public Sénat.
a cherché des anomalies, des signes de trisomie 21. J'ai regardé s'il savait tendre le 5e doigt. Qu'est-ce qu'ils disent les parents là? Parce que s'ils demandent une interruption médicale de grossesse. À l'échographie, ils n'ont strictement rien dit, rien demandé. Je leur ai expliqué clairement ce qui manquait au niveau des membres. Grâce aux avancées de la médecine, on peut maintenant détecter les malformations et les pathologies des enfants in utero. Mais après, que faut-il faire? À l'hôpital Robert Debré à Paris, les médecins et les parents sont face au choix de l'interruption médicale de grossesse. Un choix pour la vie, samedi à 15h15 sur Public Sénat. Tablette, smartphone, internet mobile, le numérique est partout, et même dans l'esprit de François Hollande. C'est le 4e engagement de son programme présidentiel. Une ambition numérique qui passe par l'installation du réseau très haut débit en France, le réseau THD. 50% du territoire couvert dans 5 ans, 100% dans 10 ans. Une révolution technologique pour soigner la fracture numérique, car aujourd'hui en France, le réseau Internet connaît des faiblesses. La France est en train de prendre un retard considérable par rapport au reste du monde et même à l'intérieur de la zone européenne, par rapport aux peuples de l'Est, nous sommes en train de prendre du retard. Aux côtés de son collègue UMP, Pierre Hérisson, le sénateur Yves Rome s'est vu confier une mission d'information par le Sénat, fixer les conditions de cette numérisation du territoire. Le très haut débit, une priorité, un élément indispensable pour bien vivre dans les territoires, au même titre que l'eau ou l'électricité. Mais aussi une révolution économique. La fibre peut redonner de l'attractivité à la France, relancer la compétitivité. Il faut aller très vite, à la vitesse de la lumière, à la vitesse de la fibre optique. Le très haut débit par la fibre, c'est une aubaine pour un secteur, celui des entreprises. Le e-commerce, le commerce sur Internet est en plein boom. Comme ici, dans l'Oise, chez Alpha Direct Service, le numéro 1 de la logistique en e-commerce. Après votre shopping sur Internet, c'est ici que vos commandes sont traitées, emballées et expédiées. C'est ici qu'arrive la fibre optique qui a changé en fait le fonctionnement de l'entreprise et qui nous a permis d'accueillir de plus en plus de e-commerçants et de gérer de plus en plus de commandes par jour. Et pour se rendre compte de l'impact du THD sur les communications de l'entreprise, visite du sénateur Rome. Ici, le volume de données est de plus en plus important. Grâce à la fibre, le chiffre d'affaires d'ADS a triplé. La fibre optique nous a permis de développer notre activité et de développer nos process pour gérer de plus en plus de commandes par heure et de la meilleure façon également pour les employés et de traiter la commande le plus simplement possible. La fibre optique et l'optimisation des process en interne nous permet aujourd'hui de gérer plus de 9000 commandes par heure. Avant la fibre, c'était 100 commandes par jour, une véritable révolution. Et ce n'est pas le numéro 1 de la vente en ligne de chaussures qui dira le contraire. Le site spécialisé a trouvé chez ADS une efficacité pour ses clients, une rapidité d'exécution. Un client Sarenza peut commander jusqu'à 15 h et il recevra son colis le lendemain matin. Avec la fibre et avec l'ensemble des fonctionnalités que l'on met en place et des process que l'on met en place au niveau de nos entrepôts, on est capable aujourd'hui de concurrencer les plus gros sites e-commerçants du monde en termes de logistique. Très haut débit, fibre optique, qu'est-ce que c'est? C'est un fil de verre très fin, enveloppé dans une gaine de protection. Sa capacité, véhiculer un signal lumineux à la vitesse de la lumière. La différence avec les anciens câbles, type ADSL, c'est le débit, 100 fois plus élevé sur des milliers de kilomètres. Aujourd'hui en France, on compte 250 000 abonnés à la fibre optique, quand certains pays ont déjà achevé leur déploiement. Et pour comprendre les enjeux, au Sénat, Yves Rome reçoit les acteurs de la filière. Aujourd'hui, il auditionne les fabricants et installateurs de fibres. On voit très bien le développement des réseaux fibre optique, des infrastructures à fibre optique et les services associés, les services très haut débit associés, comme un enjeu équivalent à celui de l'électrification de notre pays au début du XXe siècle. Alors, comme par ailleurs on fabrique des câbles électriques, on a un bon parallèle devant nous et on voit très bien comment se sont structurés les réseaux électriques dans les 50 dernières années et comment devraient se structurer les réseaux à fibre optique demain.
Selon ces industriels, cette technologie est indispensable dans chaque foyer français. Quand vous avez la fibre chez vous, c'est mon cas, vous voyez pourquoi vous en avez besoin. Tout simplement, vous arrêtez de vous disputer avec vos enfants, etc., pour savoir qui trafique, qui fait quoi, etc. Bon, ça, je dirais que c'est le petit bout de la lorgnette. C'est la vision déjà actuelle. Mais alors demain, on n'en parle même pas. Aujourd'hui dans le monde, juste derrière les leaders japonais et américains en matière de fabrication, les Français sont depuis longtemps prêts. Et il est vrai qu'en France, aujourd'hui c'était une ancienne usine Alcatel, l'usine de Douvrin aujourd'hui qui est dans notre groupe. C'est une usine qui a développé à l'époque plus de 300 brevets actifs seulement sur la fabrication de la fibre et qui sont toujours actifs dans cette usine. Donc il y a un vrai savoir-faire et la France là-dessus est très très bien positionnée. Nous avons la maîtrise d'une technologie du futur. Il m'apparaît essentiel aujourd'hui que sur le territoire national, nous donnions l'occasion à ces industriels de développer leur savoir-faire pour que derrière, les usages se déploient massivement et que